Bonjour Grégory. Salut Véro. Doux rêveur énergique, Grégory ne laisse pas de place à l'ennui. D'une timidité maladive dans un premier temps et aujourd'hui à la tête de deux hôtels de plein air ou camping, il a su réunir toutes les conditions pour dépasser cette difficulté. Homme de grande foi en l'humain, il préfère très tôt l'action à la passivité. Ancien basketteur professionnel, Grégory est un entrepreneur atypique qui crée le gros vélo après avoir été chercheur de sponsors, avoir créé sa maison d'édition et aujourd'hui repreneur d'affaires. Un grand homme qui aime relever de grands défis humains pour toujours s'élever plus haut et voir plus grand. Alors Grégory, on va parler dans un premier temps de justement ce qui empoisonne un petit peu l'humanité et beaucoup notamment d'entrepreneurs, c'est cette grande réserve, cette timidité. Alors, est-ce que tu voudrais nous expliquer comment tu as pu, quel a été l'élément déclencheur pour sortir en fait de cette timidité? Bien sûr, alors c'était un cheminement plutôt long, a posteriori, je peux dire, puisque j'étais vraiment très très réservé très tôt, en fait, dès l'école, beaucoup dans ma bulle. Je me sentais vraiment un peu différent des autres, un peu exclu des autres. Euh, il y avait le biais de ma taille, j'ai toujours été beaucoup plus grand que les autres, donc j'étais mis de côté par les autres. Vraiment très timide. Beaucoup sur la réserve, beaucoup envie de m'effacer en fait. À l'école, pas envie de passer au tableau, pas envie de répondre, pas envie de lever la main. En fait, envie d'être plutôt transparent. Voilà. Plus j'étais transparent, plus ça allait. Je crois que le fait d'avoir assez tôt pratiqué un sport collectif a beaucoup aidé en fait. M'a beaucoup aidé à sortir de, de cette bulle dans laquelle je me mettais. Euh, Après, les collèges, le lycée, c'était un peu la même chose. J'étais moins timide, mais beaucoup sur la réserve. C'est-à-dire que j'ai raté des journées entières d'école parce que je savais que c'était mon tour d'aller réciter la poésie ou d'aller mettre en face de la classe l'exposé sur lequel je travaillais depuis plusieurs semaines. Voilà, donc c'était un point vraiment, c'était vraiment handicapant et ce, vraiment jusqu'à la fin du lycée, donc 18-19 ans. Euh, et tu vois, tu me demandes s'il y a eu un élément déclencheur. Alors, je pense pas que ce soit vraiment un élément déclencheur, mais c'est en fait euh, le temps. Le temps de se rendre compte euh, que la vie cloîtrée et seule, c'était pas, voilà, c'était pas une finalité, c'était pas une possibilité. Donc, il y a, je te dis, le fait d'avoir été beaucoup dans des équipes de basket, dont 10, 12, 15 personnes, pouvoir jouer devant du public, c'était pas neutre pour moi. Des fois devant 3, 4, 5 000 personnes. Donc, c'est un cheminement, voilà, petit à petit, qui a fait que je suis sorti de mon cocon, de ma bulle, pour m'ouvrir de plus en plus aux autres et puis avoir des interactions avec les autres. Parce que sans interaction, c'est un peu compliqué quand même. Oui, je comprends tout à fait. Alors oui, effectivement, qui n'a pas eu envie de se cacher plus bas que terre pour ne pas aller réciter devant la classe? Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, moi la première. Euh, alors, est-ce qu'on pourrait dire que quelque part, la réserve ou la timidité, comment est en quelque sorte comment dirais-je? Ça pousse quelque part à une forme d'engagement plus intense que chez quelqu'un qui ne serait pas timide ou réservé. Je pense clairement que oui, parce il y a un vrai, enfin moi je le ressens comme ça, c'est que il y a eu un vrai effort de ma part de pas m'enfermer encore plus. C'est-à-dire que la facilité, c'est de rester seul. La facilité, c'est de pas aller se confronter. La facilité, c'est de rester chez soi, euh, de refuser Mmh, toutes les invitations. Vous voyez, mmh, c'est plus mmh, simple. Effectivement, c'est beaucoup plus confrontant d'aller face aux autres, de dire oui à des rencontres, de dire oui à des investissements. Et ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai dit oui à ça, et j'ai dit, bah, de toute façon, la solution, il y a deux chemins à prendre, en fait, hein. Il y a le chemin de je mmh. m'enferme et je continue là-dedans, et ça va être que souffrance, puisqu'à un moment donné, seul, c'est difficile.
où il y a une petite souffrance aussi d'aller se confronter aux autres, d'aller dans des soirées, dans des repas, dans des rencontres, dans des réunions. Euh, mais en fait, la récompense derrière, voilà, elle est sans commune mesure avec le fait de se morfondre chez soi voilà, ou Mm. d'éviter toute puissance extérieure, j'ai envie de dire. C'est plus Mm. bien que ça. Je comprends tout à fait. Autrement dit, la timidité sublime quelque part l'affirmation de soi et l'engagement. C'est-à-dire que ça nous amène à sublimer le résultat de ce pas franchi pour pouvoir justement exprimer quelque chose, sachant d'où l'on vient. Alors, allons un petit peu plus loin. Donc, basketteur pro, effectivement, donc c'est une dizaine d'années, il me semble. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que cette expérience t'a permis justement de développer à la fois, on va parler du mindset, hein, et puis on sait que dès qu'on devient professionnel, sportif professionnel, il faut avoir vraiment un mindset, mais c'est aussi basketteur et donc dans une collectivité. Est-ce que tu voudrais nous décrire qu'est-ce que justement toi, homme plutôt facile dans la solitude, avec la facilité à être seul, qu'est-ce que ça t'a amené, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu as découvert de toi au travers de cette collectivité? Oh, il y a énormément de choses qui sont dues. Alors, il y a deux traits. Il y a le fait de faire un sport collectif, alors que ça soit en amateur ou en pro. Mais il y a des interactions de fait avec d'autres personnes, souvent avec les mêmes passions, souvent du même âge. Euh, donc c'est vrai, le fait d'interagir avec les autres régulièrement, alors on est 2, 3, 4, 5 entraînements semaine, donc bah, moi je suis vraiment sorti de ma fragilité, je dirais, ou de ma timidité grâce à ça. Le fait d'être professionnel, enfin, c'est en fait une régularité dans les entraînements. J'étais en interne, c'est-à-dire que je suis parti de chez mes parents, j'avais 13 ans pour être en internat, donc vivre en collectivité depuis tout jeune. Euh, j'ai une vie complètement différente derrière. Pour répondre plus précisément à ta question, oui, c'est le fait de vivre en collectivité, de s'adapter aux autres, d'interagir avec les autres. Là, on n'est plus seul au monde. Faut savoir que une petite donnée que tu connais, mais que je peux redonner, c'est que je suis fils unique. Donc en fait, je passe d'un état de fils unique avec tout ce que ça implique à un déracinement très tôt de chez mes parents, à vivre en collectivité. Mon premier centre de formation, on était une vingtaine à vivre dans un même appartement maison, euh, puis une quinzaine après jusqu'à mes 19 ans. Bah là, c'est comprendre l'autre, écouter l'autre, pouvoir soi-même partager son ressenti avec d'autres, chose que quand on est seul et renfermé, ben, on ne fait pas. Et puis se construire, voilà, se construire avec l'expérience et le cheminement des autres aussi. Est-ce que quelque part, euh, est-ce que c'était que effort pour toi d'être dans cette collectivité ou est-ce qu'à un moment donné, tu as trouvé du plaisir et un certain bonheur? Alors dans ce cas très précis, ça a été un effort 2 minutes. En fait, le cap de passer, de se présenter à tout le monde, après ça va très vite. Après, on tisse de tels liens, en fait, on est tout le temps ensemble. Donc, que ce soit au départ de 13 à 15 au collège, puis au lycée, dans un centre de formation, là, il n'y a plus d'effort, hein, puisqu'on vit ensemble, on se bagarre pour l'autre sur le terrain, on a des objectifs communs, on partage, on vient des quatre coins de France, voire du monde, puisqu'il y avait des Antillais, des Africains. Là, en fait, se pose même plus la question de la difficulté ou voilà, là, ça glisse tout seul. Hmm. Et non, non, là, on est plutôt vraiment sur un plaisir. Alors, pas 100%. Vivre en collectivité, quand on a envie des fois d'avoir des petits temps seuls, bah, ça, voilà, ça gratte un peu. Mais voilà, on avait chacun notre charme, donc on pouvait aussi se recentrer, mais on pouvait aussi aller chercher la collectivité, voilà, ensemble. Et le Donc, contact. bien sûr. Je comprends tout à fait. Alors, est-ce qu'il, alors moi je fais du hand, mais en basket j'imagine c'est pareil, qu'il y a des places déterminées. Quelle était ta place?
Alors moi, j'étais deuxième arrière. J'étais dans les petits, même si tu me connais comme un grand d'1,95 m. Mhm. J'étais le deuxième plus petit d'une équipe de 18 en tout. Voilà, donc j'étais Pas inintéressant, pas voilà. inintéressant d'être à certains moments, au moins dans ce lieu-là, l'un des plus petits, C'est la effectivement. seule place où j'étais le plus petit, puisque Mhm. j'ai toujours été le plus grand de partout où j'étais. Et voilà, c'était plus. En fait, je sortais plus du lot. Il y a peut-être C'est aussi de ça. ça, c'est-à-dire que j'étais un parmi 20 qui avaient sûrement plus petit eu les mêmes histoires, à t'es grand, t'es plus grand. Voilà, là j'étais dans un collectif en fait où on a tous eu les mêmes choses à gérer plus petit. Donc ça devait pas, je Mais pense que oui, ça fait partie du mieux-être. du mieux-être. Est-ce que tu dirais que le fait comme ça d'avoir une place précise au sein de la collectivité, en tout cas sur le jeu, donc sur ton métier, est-ce que tu as trouvé que c'était facilitant, sécurisant? Alors, personnellement, alors voilà, c'est un petit peu technique, mais j'avais une place effectivement déterminée, mais qui pouvait varier d'un peu. Selon, voilà, on peut s'adapter quand il y a quelqu'un de plus petit qui se blesse ou qui sort, ou quelqu'un de plus grand, pareil, qui a la même chose, je peux m'adapter. Par contre, il y a un cadre, effectivement. Il y a des choses que je savais faire, que je devais faire, il y a d'autres choses que je savais moins faire ou que je ne devais pas faire. Il y a un cadre assez militaire dans le sport de haut niveau et effectivement, un gardien de but au foot, il va pas être avant-centre. Un défenseur, il va plutôt être bon au tacle alors qu'il va peut-être être moins bon là. Pour le basket, c'est pareil. Il y a des grands costauds, des petits rapides, des gens plus techniques, des gens plus collectifs. Et Hmm, effectivement, il y a un cadre à respecter. hmm, C'est hmm, plus simple. C'est plus simple hmm. quand il y a un cadre pour moi. C'est plus simple, ouais. Ok, je comprends, je comprends. Alors, avançons un petit peu. Comment passe-t-on de basketteur professionnel à repreneur d'entreprise? Alors, il y a eu une transition. Il y a eu une transition dans le salariat. Dans les banques, par exemple. J'étais banquier pendant 2 ans et demi. J'ai travaillé dans une collectivité pendant ouais, 7-8 ans. J'étais responsable d'un service. Euh, et en fait, le pas est franchi surtout par une envie de liberté. En fait, quand souvent je fais des points avec moi-même pour me dire, bah voilà, quelles sont mes valeurs à moi, là où je veux vraiment corréler mes actions à ma vie. La liberté, c'est en numéro un, chez numéro un. Euh, le salariat a ses limites quand on a cette envie de liberté. Euh, et j'ai été à mes limites dans le salariat à un moment donné où j'ai dit, bah, je suis pas assez libre par rapport à ce que je voudrais. Euh, Donc, moi, je vais plutôt me diriger vers de l'entrepreneuriat, euh, créer une entreprise, racheter une entreprise, voilà, être à mon compte. C'est quelque chose que j'ai toujours fait en parallèle de ma vie de salarié. J'ai toujours eu une autre entreprise en parallèle de la banque. J'avais une autre entreprise d'auto-édition, t'en as parlé tout à l'heure. Quand j'étais dans la fonction publique, j'ai eu une entreprise de recherche de sponsors. J'ai créé le gros vélo, j'étais salarié, donc voilà, j'étais toujours auto-entrepreneur. Donc, j'ai toujours eu en chemin parallèle euh, des entreprises, voilà, qui me permettaient d'être libre, de développer, de créer, de pouvoir laisser agir euh, voilà, mon cerveau sur des choses que moi je désirais et donc que je subissais, parce que le salarié est devenu à la fin vraiment quelque chose que je subissais avec des ordres incohérents, avec des choses qui me paraissaient moi complètement à côté de la plaque. Donc Hmm, hmm, je comprends, je voilà, comprends. voilà comment j'en suis arrivé à ça. Oui, tout à fait. Alors, de fait, comment est-ce que, ou quelle couleur prend finalement ta liberté de passer de salarié, mais quelque part salarié en collectivité, ok, mais salarié, finalement, on est seul, donc en tout cas sur la première reprise d'entreprise, à associer avec deux autres personnes. Comment est-ce que tu t'es arrangé justement avec cette liberté, puisque bah, quand on est associé, on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on veut au moment où on le veut. Bien sûr. Alors là, c'est très simple. Mon idée à moi, c'était de reprendre une affaire
et plus précisément de reprendre un camping. Tout simplement parce que mes parents étaient gérants de camping, j'ai grandi là-dedans, et c'est un métier en relation avec les gens, en relation avec la nature. Euh, c'est quelque chose qui me parlait. J'avais toujours ça dans un petit coin de ma tête. J'ai beaucoup eu de croyances limitantes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'un camping, ça vaut entre 1, 2, 3, 4 millions d'euros. Quand on est salarié avec un salaire fixe, même si on a un peu d'argent de côté, qu'on était basketteur pro avec des salaires plus intéressants et tout ça, quand on a le mindset d'un salarié ou quelqu'un qui n'a pas forcément hérité, on se bloque tout de suite en se disant bah, jamais je pourrais mettre 1, 2, 3, 4 millions sur la table. Euh, alors c'est un fait, seul, ça aurait été très compliqué. Dès l'instant où on a fait ce constat-là, il y a deux pistes. C'est tant pis, c'est pas ma vie, je pourrais jamais. Ou qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir être à la tête de ce camping? Eh ben, on va chercher des associés. Voilà, on en parle, on présente le projet, on fait on fait des plans, on fait voilà, on rencontre des financiers, on rencontre des amis qui peut-être connaissent, on parle de ce projet. Et il s'avère qu'un ami très proche est dans les finances et il m'a dit, bah, je te suis, tu as l'air très en énergie quand tu parles de ce dossier, tu es compétent parce que tu connais le domaine. Il m'a dit, bah, je te suis là-dessus. Et puis après, on s'est rendu compte que à deux, ça passait pas financièrement, c'était un peu compliqué. Donc, ben, on a dit, on va chercher un troisième qui lui a des compétences autres, qui peut amener un peu voilà, un peu d'apport. Puis en fait, ça s'est fait. Ça s'est Mm. fait. Donc, bah, c'est sur un délai de 6 mois, un an. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas du parcours. Mais au final, je suis associé, certes, mais voilà, je n'aurais pu le faire seul. Je le fais avec des gens très bien, très voilà, qui me laissent en plus la gestion du camping. C'est pas leur domaine de travail. Donc je reste maître à bord, au moins sur l'opérationnel. Et puis, ben, j'ai pu réaliser un de mes objectifs pro ou un de mes petits rêves entre guillemets même, hein, d'avoir mon propre établissement, d'y mettre ma patte, d'y mettre ma vision, de le travailler vraiment comme je le voulais, d'avoir les clients que je veux, euh, et ça, c'est un luxe, c'est un Mm. luxe, c'est un vrai luxe. Mm. Mm. D'une valeur incommensurable. C'est ça, c'est Euh, ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire du niveau de foi en ton projet d'être repreneur d'un camping, parce que c'est extrêmement précis. Quel niveau de foi est-ce qu'il faut avoir, est-ce que tu as eu pour justement aboutir à cette création? Alors, le niveau de foi sur la capacité à gérer une affaire et à gérer un camping, pour moi, j'ai jamais eu aucun doute sur le fait que je sois en capacité de le faire. Jamais. C'est-à-dire que j'avais une vision très claire sur je veux que ça soit comme ça, je veux que ça soit un camping calme, je veux que ça soit un camping de nature. Je sais que je vais pouvoir gérer. Tout en sachant, et ça c'est le profil de tous les entrepreneurs, et voilà, on le sait d'avance, c'est-à-dire que je vais avoir des cailloux sur la route, je vais avoir des problèmes, je vais avoir des choses qui vont me tomber sur la tête que je n'aurais pas vu venir. Mais j'étais OK avec ça, c'est-à-dire que la vie d'entrepreneur, elle est surtout pas lisse et surtout pas écrite à l'avance. On peut avoir les grandes lignes, mais bah, en fait, c'est gérer au quotidien des choses qu'on n'a pas vu venir. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, d'autant plus dans un camping où bah, là, on peut se faire sa to-do list le matin. Le soir, on aura fait 10 000 choses, sauf une seule ligne de sa to-do list. Parce que c'est du genre. Et voilà, des choses à gérer. Voilà, ce sont des choses à gérer. Hmm, je comprends. Euh, alors, entre le moment où tu as trouvé le camping et le moment où de la signature, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé, par quelles étapes en fait vous êtes passé? Alors, je vais te parler de deux choses. Il y a les étapes que j'ai ressenties moi. C'est ce qui me vient, c'est qu'effectivement, ça a été confrontant émotionnellement. Ça a été très confrontant parce que ben, je rentre dans un système que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que je ne maîtrise pas ni les délais, je ne maîtrise pas les intervenants. J'ai aucune idée du fait qu'il faille un avocat d'affaires, un notaire, deux avocats d'affaires, les banques. C'est un système que je survolais. Donc voilà, où là je suis rentré dans le vif du sujet, où les délais en fait sont pour moi d'1 à 2 mois, ils sont devenus de 6 mois à un an, que ça avance pas comme on veut, qu'il y a des difficultés. Voilà, donc émotionnellement,
décourageant parfois, énervant d'autres fois. C'est pas neutre. Voilà. C'est-à-dire que je suis passé un peu par tous les états, et tu le sais, pour ça. Donc, et puis après, ben, il y a le terrain, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, faut se lancer, il faut aller chez le notaire signer. On n'a pas toujours les fonds dès le départ, mais on y va parce qu'on est persuadé qu'on les aura après. Donc on va signer même si, voilà, même s'il manque 1 million. C'est-à-dire que, ben, en fait, c'est la technique que j'applique beaucoup, c'est la technique du pire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut m'arriver si je fais ça, mais que je suis pas sûr? Ben, en vrai, pas trop, pas grand-chose. La plupart de nos peurs, si on prend un peu de recul, bon, vraiment, qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce que la vente se fait pas? Ok, je passe pour un guignol auprès des gens qui pensent que je vais acheter un camping et qui ont eux-mêmes une idée qu'il achète alors qu'il n'a pas 2 millions à mettre sur la table. Bon, le regard des autres. Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce que je risque? Rien, je fonce. Voilà, je fonce vers mon projet, je fonce vers une aventure qui sans doute sera belle et elle l'est. Donc, j'ai bien fait de me lancer à l'eau plusieurs fois, sachant que je sais pas si j'allais pouvoir nager, je savais pas comment ça allait se passer, mais voilà, j'ai été signé chez un notaire, j'ai appelé des banques, j'ai avancé. Et finalement, ça s'est fait, ça s'est concrétisé. C'est ça. Euh, J'entends en fait dans ce que tu me partages là, l'homme effectivement de défi, de challenge et euh, est-ce que tu pourrais dire que à partir du moment où on est entrepreneur, c'est incontournable d'accepter à la fois la prise de risque et les défis qui sont à relever? C'est certain, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que des défis, on en aura tous les jours, tous les jours. Et on ne pourra pas tous les maîtriser. De toute façon, on est même, enfin, les défis qui nous arrivent, on ne les a pas vus venir, mais de tout domaine. C'est-à-dire que il faut être prêt à ça. Alors, c'est pas en mode guerrier, ça va être la guerre, ça va être terrible. Non, c'est que c'est comme ça. Il faut que ça soit très doux. C'est-à-dire que il y a un problème à gérer, d'un deuxième, un troisième. Bah, moi, je prends le plus important à gérer, le plus rapide, et puis on le gère. Il y a toujours des solutions pour gérer. Si c'est pas moi seul, c'est peut-être mes associés, c'est peut-être des amis, il y a peut-être des infos à aller chercher auprès de gens compétents, se faire accompagner. Mais les défis arriveront. De toute façon, je connais pas. Alors, je fréquente maintenant beaucoup d'entrepreneurs. Euh, c'est leur journée, ils passent à gérer des choses qu'ils n'ont pas prévues. Mais c'est OK, quoi. C'est OK, c'est ça va avec le métier, comme on dit. C'est pas je veux être patron, c'est super, je peux m'acheter une belle voiture et j'ai des vacances et je bosse quand je veux et je donne idée à mon équipe, quoi. Non, ça, c'est Le dans rêve les éveillé. fantasmes. C'est dans les fantasmes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que euh, finalement, tu as réussi à trouver dans ce que tu fais aujourd'hui, tu as réussi à trouver une forme d'équilibre entre ton besoin de liberté, mais aussi de solitude et de contact, on va dire, à la collectivité? Alors, complètement. Et vraiment précisément dans ce cas-là, oui, parce que je suis un ancien grand timide et je tiens un camping en relation avec des centaines de personnes l'été. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a un delta qui est assez important entre mon métier et ma personnalité propre. Euh, et le fait d'être le directeur ou le patron, c'est-à-dire que quand j'ai besoin, je suis pas forcé d'être toujours en confrontation avec les gens ou face aux gens ou face aux clients. C'est-à-dire que s'il y a des moments, il y a des tâches ou des choses ou des gens que j'ai pas envie de voir, j'ai une équipe aussi. Euh, donc c'est le pied, j'ai envie de dire, c'est le rêve, puisque je vais, quand j'ai envie de parler à des gens, que j'ai envie de voir les gens, d'avoir leur ressenti, leur feedback, savoir si le camping leur plaît, si les prestations sont OK, je peux faire ça toute la journée, aller parler à des gens, en plus voilà, c'est hyper intéressant. Et puis quand j'ai des moments où j'ai envie de travailler seul, de gérer le back-office ou d'être plutôt dans ma bulle, je peux aussi le faire. Et ça aussi, c'est un C'est luxe. ça, c'est ça. Donc en fait, tu es aussi manager puisqu'il y a une équipe, ok. Bien sûr. Alors, pour toi, le camping, quel impact ça peut avoir sur la société? Alors, moi, je reçois des gens qui sont en vacances. Alors, pour la plupart, alors j'ai des retraités aussi, mais j'ai des gens qui sont dans leur semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, où ils coupent complètement.
Le camping, le premier camping, puisqu'on pourra peut-être en parler, mais il y en a un second qui est en cours. Le premier camping, moi, je veux que ça soit une bulle de déconnexion. C'est-à-dire que ici, dans ce camping, il n'y a pas d'animation. Tout ce qui, tout ce qui peut faire du bruit, moi-même, ça me dérange et je veux que mes clients soient en capacité, s'ils veulent aller se coucher à 20h30, s'ils veulent lire un livre en terrasse de leur caravane, mobil-home, camping-car, sans qu'il y ait de cris, de bruit. Voilà. En fait, je veux que mes clients, et c'est pour ça que ça fonctionne très bien, en fait, c'est comme si moi j'étais mon propre client. C'est-à-dire, si je venais en vacances ici, je voudrais que ce soit comme ça. Et en fait, toute mon équipe, elle est OK là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai recruté ces gens-là. C'est que bah, ici, c'est du calme, c'est de la nature, c'est on entend les oiseaux, c'est une déconnexion. Donc, je participe un tout petit peu au bien-être et au bonheur des gens qui viennent ici. Voilà. Donc un S'ils viennent espace. là, Hmm, c'est volontaire. C'est que hmm. faut pas venir ici pour sauter dans la piscine, le toboggan, avoir la soirée moule frite jusqu'à minuit, avec du bruit, voilà. Là, c'est complètement autre chose. Alors, dans mon deuxième établissement, ça sera différent, un peu différent. Alors justement, parlons-en. Ouais. Donc, on a bien compris, là, ce camping qui s'appelle, Camping Belle-Rivière pour le moment, voilà, qui est en train de changer de nom. Belle-Rivière. Ah, d'accord, ok. Donc, il faudra nous dire. Ok, donc ce camping Belle-Rivière, c'est vraiment ce que j'en entends, un cocon. Et pour l'avoir visité, c'est effectivement ce qu'on va trouver sur place, un cocon en pleine nature, pas trop loin en même temps voilà, de toutes les commodités. Et alors, ce deuxième camping, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Alors, le deuxième camping, c'est un camping du même type, c'est-à-dire très en nature, qui est 10 fois plus grand. Voilà, c'est un camping de 50 hectares, il y a une belle forêt de 20 hectares de chênes à l'intérieur. Et la particularité, c'est un camping naturiste. Alors, c'est un domaine que je ne connais pas en termes de gestion, que je connais un petit peu parce que là où j'étais avant, effectivement, il y avait pas mal de plages naturistes, de choses comme ça. C'est un état d'esprit, de vie, hein, vraiment là. Donc c'est une belle opportunité qui est arrivée à nous et on a décidé de l'acquérir. Donc on est en train de signer les papiers. On va être aux affaires d'ici quelques semaines. Ok. Donc je me documente beaucoup sur cet état d'esprit, sur cette chose qui est le naturisme, parce que les gens qui sont naturistes ont vraiment un état d'esprit différent et sont très libres en fait. Et je me dis que Hmm. bon, si j'arrive à la direction d'un tel établissement, c'est tout sauf du hasard. Euh, donc voilà, il y a vraiment un mindset de liberté, de non-contrainte qui est assez intéressant à voir et je suis très content d'avoir cette nouvelle affaire en plus de la première. Complètement. Et il y a aussi, il me semble, un rapport au corps aussi différent et un rapport au regard de l'autre complètement différent de ce qu'on peut connaître dans la société aujourd'hui. Est-ce que tu corrobores ce que je pense là? Très clairement, depuis que je sais qu'on va reprendre l'affaire, je me documente beaucoup puisque je voudrais arriver là-dedans en faisant le moins d'impairs possible et voilà, j'ai des choses à apprendre, à savoir. Le non-jugement et l'acceptation de soi, c'est ce qui ressort vraiment en haut de la liste. C'est-à-dire que bah là, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de filtre. Les gens, bah, c'est de l'humain à l'humain. Le voisin, il peut être cadre sup ou pas, ou employé, ou au chômage, ou rien. Et en fait, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Il y a des corps qui sont des corps, des fois, de personnes de 70 ans, des fois de 30 ans, des corps, des jolis corps, ou moins jolis selon les termes qu'on emploie, ou usés par la vie, ou moins. Voilà, le non-jugement, c'est vraiment quelque chose qui a l'air assez fou et ça me plaît. Et l'acceptation de soi, parce qu'effectivement, voilà, si on est enrobé, pas enrobé, maigre, petit, grand, il n'y a pas de, voilà, là, il y a pas de jugement. Et c'est, voilà, j'ai hâte d'être en pleine saison pour pouvoir me rendre compte de tout ça. Mhm. Est-ce que tu nous dirais le nom de ce camping? Alors, c'est le camping du Colombier qui est en Vendée. Ok, tout à fait. Alors, effectivement, dans les codes, pardon, dans les codes, est-ce que
comment être nu est une obligation ou est-ce qu'il y a une liberté, justement, une totale liberté de, si un jour on n'a pas envie de porter, on ne porte rien, et si un jour on a envie de porter un vêtement, est-ce que ça c'est autorisé dans le camping ou est-ce qu'on est vraiment dans une liberté la plus totale? Alors, c'est les deux, en fait. Il y a une liberté vraiment totale, puisque c'est le principe même du naturisme, mais il y a quand même quelques obligations. C'est-à-dire que les gens sont nus déjà. S'ils sont là, c'est qu'ils veulent être nus pour la plupart du temps. Euh, Après, il y a des petites tolérances pour, pour les adolescents. C'est-à-dire que les enfants qui sont là, qui sont dans la période, alors, que j'en lis, hein, c'est que le 12, 14, 15 ans n'est pas, pas tout le temps simple. Donc il y a des tolérances pour les enfants qui ne souhaitent pas l'être. Et il y a des obligations dans les zones de baignade. C'est-à-dire que tout ce qui est point d'eau, bien-être, là, il y a l'obligation de ne pas avoir de maillot et d'être nu. Voilà. Sinon, effectivement, si des fois il y a des couples, ça je viens de l'apprendre, où la dame ou le monsieur est naturiste et le conjoint ou la conjointe ne souhaite pas l'être, au moins au début. Donc là, il y a des tolérances aussi. Voilà, il y a très très peu de contraintes, hein, puisque c'est vraiment l'état d'esprit qui est de ce fait en totale liberté. Donc, les gens qui sont là, c'est parce qu'ils veulent être nus dans la nature. Donc, C'est ça. un Il vrai y choix. a, est-ce qu'on pourrait dire que dans ce que tu en perçois pour le moment, il y a aussi chez eux une recherche de cette liberté dont tu parles depuis le début? Ah, c'est bien sûr. C'est une recherche. Eux, c'est vraiment l'état d'esprit de vie, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent 2, 3 mois dans le camping pour vivre leur liberté à 100%. Donc, La plus totale. oui, C'est ça. complètement. Ouais. Alors, est-ce que tu sais, est-ce que tu as un moment ou une date sur lequel à nous partager pour dire, ça y est, le Colombier est ouvert? Alors, il est ouvert par les D'accord. anciens propriétaires. Moi, je travaille avec eux pour qu'on fasse la transmission, la passation de savoir sur le camping en lui-même, sur le naturisme, sur les clients, la présentation. Ce sera officiellement signé courant juin. Les délais sont, comme je te le disais, plutôt longs. Voilà, il y a un mois d'audit, un mois de signature. Mais je serai aux affaires réellement à coup sûr début juillet. Et donc, on va faire ensemble un débrief de cette saison estivale avec grand plaisir. Ah bah, mais j'ai hâte, effectivement, de te réinviter pour connaître la suite de cette aventure. Merci beaucoup, Grégory, de nous avoir partagé une partie de ton parcours, parce qu'il y aurait beaucoup, j'imagine, à raconter. Euh, et puis, à très vite pour la suite des événements. C'était un plaisir, Véro, vraiment. Et à bientôt. À bientôt.